te retrouves dans un milieu où tu ne connais rien. Il fait 2 degrés lorsque j'arrive à Paris, à Roissy-Charles de Gaulle. 2 degrés, je suis habillée comme si avec un décolleté, un petit pull, dont le froid m'a d'abord dit bonjour et plus rien ne sera comme avant. Il faut changer l'alimentation, les règles de conduite, tout. C'était tellement un changement radical de tout. J'accepte tout ça avec beaucoup d'amour, c'est un choix de vie. J'arrive donc dans ce bocage là où j'étais et je m'intègre à peine, j'arrive en janvier, il m'instruit au code de conduite parce que là-bas pour travailler, il fallait bien avoir, ça c'était encore notre film, pour avoir le permis et 2 mois après je tombe enceinte. Je tombe enceinte de notre fille qui a au jour d'aujourd'hui 17 ans et demi, qui aura 18 ans. Je tombe enceinte d'elle au mois de mars. J'accouche en décembre 2006. Donc, le changement a été tellement radical, ce qui fait que toute cette année-là, je ne travaille pas. Je passe mon code, je réussis mon code, je fais la conduite accompagnée adulte. Je ne travaille pas parce qu'il me dit non, il ne faut pas travailler, tu restes un peu tranquille. Il aurait même voulu que j'allaite mon bébé jusqu'à 1 an et après je m'avais travaillé. Ce qui fait que bon, entre-temps, j'ai perdu mon grand frère, j'étais obligée de suspendre l'allaitement pour aller en Afrique au deuil de mon grand frère. La vie suivait son cours, l'intégration, pas évident, je peux dire, l'intégration, il m'a suffi 5 années, 5 bonnes années pour dire que j'étais intégrée. Mais j'ai commencé à travailler au bout d'1 an après la naissance de ma fille. Je prenais tout ce qui m'arrivait, l'agroalimentaire, les couvoirs, je prenais tout jusqu'à ce que je me suis dit, je me forme dans le milieu de la santé médico-sociale, quoi. C'est que j'ai toujours voulu. Je ne peux pas être infirmière, j'ai pris la route, la petite route, d'abord être soignante pour aller infirmière et atteindre si je ne peux plus être dans l'armée. En 2009, donc, je décide donc de faire la formation d'aide-soignante parce que c'était, comme je n'avais pas de bac, il fallait que je passe par là pour atteindre mon objectif au bout de 3 ans, passer le concours d'infirmière. Donc, j'avais déjà planifié comme ça. Je passe donc, je fais mes stages d'intégration, je me lance dans la remise à niveau, je passe le concours. La première année, je suis très loin en liste d'attente parmi les 3 centres que j'avais présentés. Je continue comme agent social d'hébergement dans une maison de retraite parce qu'il faut le dire que là où on était entouré que des maisons de retraite. En 2009, je passe dans le concours d'aide-soignante et après, je suis toujours à travailler dans la maison de retraite comme agent social d'hébergement. Le directeur me propose de me prendre à la fonction publique et territoriale comme titulaire, me titulariser parce qu'on ne passait pas par un concours pour être agent social d'hébergement. Sauf que c'est moi qui l'informe que je n'ai pas la nationalité française. Donc, à cet effet, je ne peux pas être fonctionnaire d'État. Il me dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis, il faut que je demande la nationalité. Sauf que moi, je n'ai pas envie de perdre la nationalité camerounaise. Parce qu'il me dit, ah, je dis oui, en effet, parce que chez nous, si tu prends une autre nationalité, tu perds ta nationalité d'origine. Donc, je suis dans cet état d'esprit et j'étais vraiment catégorique. Le seul fait de savoir que je perds ma nationalité, j'avais l'impression de perdre mon identité. Il me dit, on fait un contrat d'1 an. Comme ça, tu réfléchis. Si tu dois aller chercher ta nationalité, demander ta nationalité, et si tu veux rester comme ça, bon, à un moment donné, on donnera le poste à quelqu'un d'autre. Pendant ce temps, je passe toujours mon concours pour la 2e fois. Je me décide donc, parce que mon mari me dit, ben, qu'est-ce que tu perds? Vas-y. Je sais que c'est dur, mais tu restes une Camerounaise. Tu as ça en toi, rien ne peut changer, il faut voir ça comme ça. Je demande donc la nationalité. En même temps, je demande la nationalité, la procédure est de 11 mois. En même temps, je passe mon concours et je réussis dans mon concours. Donc, cependant, je dis donc au directeur que moi, je dois aller en formation. Il me dit, bon, oui,
pour peser le pour et le contre, oui, je suis d'accord avec vous. Allez-y, vous nous reviendrez. Ben, c'est vrai que c'est plus la même chose, mais on veut vous garder. Je m'en vais donc en formation d'aide-soignante entre Angers et Nantes. Je passe presque 11 mois là-bas. Je reste là 3 ans. Au bout de 3 ans, on était déjà en 2016, je décide donc de réintégrer la remise à niveau où je faisais, de temps en temps, je partais faire des cours pour la remise à niveau et préparer le concours d'infirmier. Alors, il y a 3 ans, j'avais quelques modules à passer en écrit et après, j'étais dispensée de l'oral. Donc, je dis donc à mon mari que je vais le faire. Bon, il ne croyait pas trop. Il dit, oh, tu veux le faire? Je dis, oui, je veux le faire. Ça a toujours été ça mon rêve, être infirmière. Donc, après, je vais donc essayer. Je dis, par rapport à la remise à niveau que j'ai fait pendant 1 an, mais c'est vrai que par semaine, je pouvais aller 1 fois. C'était pas régulier. J'ai dit, je vais voir ce qu'il en est pour tenter. Sauf que la première tentative est la meilleure. J'ai réussi. Et quand j'ai réussi le concours infirmier, j'ai réussi. Waouh! Moi, je suis la première à être étonnée. Et c'était en novembre, sauf que c'était à la Croix-Rouge française et leur rentrée, au lieu d'être en septembre, c'était en janvier. Nous sommes en novembre. Donc, en 2 mois, il fallait que je déménage à 250 km. Je trouve un appartement. Je quitte le travail. Voilà. Tout a changé. Je l'informe à mon mari qui me félicite, mais le soir quand il rentre, donc je pense que toute la journée, il a cogité. Moi là, j'étais dans ma bulle africaine parce que je sais que ça va apporter un plus dans la vie familiale. Tu fais un métier que tu vas aimer, tu seras un peu plus payé et voilà quoi, ça va apporter que de l'équilibre. Mais non, mais sauf que dans la réflexion de quelqu'un, d'un Européen, la cellule familiale, qu'en est-il? As-tu pensé à ça? Ta fille a 9 ans. Est-ce que tu lui as transmis cette transition? Comment elle va faire? Qui va la coiffer? Qui va faire tout ce que tu faisais? Et eux, à 250 km, ça veut dire que tu n'as plus de vie parce que c'est très intense. Tu viens le week-end, le vendredi, tu rentres le dimanche. Sorti plus, tu passes tout ton temps à t'occuper de ta famille, faire des gamelles, mettre au congélateur pour que tout change. Sauf que non, moi je ne suis pas là. Je suis dans mon truc et je vois que ça va aboutir. C'est là où il m'accompagne. J'arrête mon contrat parce que j'étais en CDD. Je me mets à Pôle emploi pour que ma formation soit payée par la région. Je trouve un logement, tout ce qu'il faut. Mais les charges de la famille, vous avez des salaires. Comment tu fais ça, Lily, maintenant? Il se décide, il prend pour lui parce qu'il gagnait le double de ce que je gagnais. Il me dit, je vais prendre tout le reste, sauf que ton argent sera pour t'occuper de toi et de toute ta formation et ta famille en Afrique. Et moi, j'avais que 1 000 € pendant 2 ans. Ça ne m'empêche pas, je fonce. Cependant, derrière, le plan a été mis en place par mes 2 belles filles à travailler parce que ma fille a commencé à souffrir. Elle m'appelait en plein cours. Maman, je fais quoi? Qui me coiffe? Je fais comment? Ça a été dur pour elle d'accepter cela. C'est comme si je l'abandonnais. J'ai beau parlementer, dire, je lui explique, elle avait du mal. Son père était en pleine souffrance, sauf qu'il n'extériorisait pas, il ne montrait pas. Mais il me soutenait à fond. Sauf que les faiblesses du couple et tout, il se reposait sur ses 2 belles filles, sur ses 2 filles. De son ex. Voilà. Et elle, pour se servir comme courroie de transmission, c'était ma fille. Donc, elle était, ta maman t'a abandonné, ceci, cela, plus l'adolescence et autres. C'était le cocktail. Première année, ça va parce que je suis dans ma bulle. Une formation très intense quand tu le fais à l'âge adulte. Je n'avais pas droit à l'erreur parce que mes héros, c'était mon mari et ma fille. Je disais que j'ai le diplôme, je l'ai dédié ce diplôme.
Après, deuxième année, ça commence à être plus compliqué. Mon père tombe malade, cancer de la prostate. Ma mère est dans un état hépatite C, bilan catastrophique, hypertendu, diabète de type 2, tout, et elle ne ressent plus ses pieds et tout, c'était le pompon. Je gère comme je peux, je gère comme je peux. En troisième année, donc, ça commence à se ressentir parce que mon couple est en train de battre de l'aile, c'est château branlant. Je commence à ressentir que ça ne va pas. Ma fille est tellement dans un état que tu n'arrives pas à la canaliser. Elle ne t'écoute pas, tu lui sers à quoi? Parce que tu l'as abandonnée et autres. En troisième année, donc, elle me parlait, c'est-à-dire, elle peut dire, oui, tu veux qu'on fasse ça, et toi, tu es où? On ne te voit pas. Tu es le semaine, tu passes là où tu es au bord de la mer, là-bas. Est-ce que c'est là-bas de ta famille? C'était vraiment un peu braque. Elle était sur la défensive, il n'y avait rien à faire. Son père ne pouvait pas la canaliser parce que c'est moi qui étais un peu... je gérais un peu à la dure parce que son père c'était non, elle est jeune, elle est ceci. Elle arrivait à un moment donné, il n'arrivait plus à suivre parce que elle n'était plus, il n'arrivait plus. Donc, Edora me parlait comme si elle parlait à une moins que rien, quoi. Jusqu'à un jour, je décide donc que j'étais fatiguée, j'ai validé mon mémoire. Il me manque qu'un stage de 10 semaines qui s'est mal passé. Je décide de suspendre, vu l'état critique de mes parents. Mes parents allaient mourir la même année, hein? Peut-être même jour, parce que tout le monde était dans un état catastrophique au niveau de la santé. Donc, je suis en train de me battre entre préserver mon couple, essayer de retrouver, voir à quel point mes parents, ça faisait 6 ans. Je suis plus allée en Afrique rendre visite à mes parents. Je gérais de loin, je dis, j'ai mon diplôme, je me lâche, après je pars. Même si je m'avais fait 2 mois, je reviens, je vais travailler. Mais derrière, ça ne va plus. Je me retrouve là, je suspends la formation, la fatigue énorme. Je n'étais plus concentrée. On me propose donc de suspendre ma formation. Je viens donc travailler en médecine dans un hôpital local de la place pendant 6 mois. Je me sens encore en capacité d'aller terminer parce qu'il fallait que je termine cela. Sauf qu'un jour, je tombe, ils avaient pique-nique, c'était en 21 juin 2019. Ils doivent aller pique-niquer avec ses filles, ses 3 filles et lui. Donc, c'était le jour-là qu'ils devaient annoncer à leur papa que on te demande de divorcer de Lily parce qu'elle est quelqu'un de trop dans la famille. Elle ne sert à rien à part te faire du mal, te détruire avec ma fille. Waouh! Je ne suis pas au courant de ça. Donc, je dois aller travailler un après-midi. La veille, je dis à ma fille, je dis, tu vas faire tes devoirs avant d'aller. Mais comme je dis, elle n'a pas fait. Le lendemain matin, je lui demande, mais vous êtes en train d'aller, mais tu n'as pas fait tes devoirs. Non, je n'ai pas fait. Je dis, tu ne bouges pas donc. Tu fais tes devoirs et tu t'en vas. C'est la condition. Moi, il n'y a pas de souci. Je t'ai dit ça hier. Voilà. Elle se met donc à faire ses devoirs. Et l'heure, c'était 9 heures qu'il fallait se retrouver là où ils avaient le point de rencontre. Comment ça appelle? Vous êtes où? Qu'est-ce qui se passe? Papa dit, mais oui, Lily a dit à ma fille que, bon, à Dora que, bon, elle doit faire les devoirs dont elle est là. J'entends, merde, elle est qui? Elle se prend pour qui? On dit, on a pique-nique, c'est quoi, ça peut attendre? J'arrive là-bas, une des bars, en furie. Elle est... Ah ben, je te dis, la façon dont elle a poussé la porte, je n'aurais pas pensé que c'était le jour de ma fête. Ben oui, qu'est-ce qui se passe ici? On va aller quoi? Dora, tu te dépêches, on y va. J'ai dit non, Dora ne bouge pas. Dora finit ses devoirs. Qu'elle finisse... Moi, je n'ai rien à vous pâter. Je lui ai dit ça hier.
J'ai dit, Dora, tu te lèves. J'ai dit, Dora, ne bouge pas ici. C'est ma fille. Donc, c'est moi qui décide ici. Ah oui, tu te prends pour qui? T'es parti, et voilà ceci. Voilà donc, on va te dire tes 4 vérités au jour d'aujourd'hui. Et que tu le saches. Tu n'es plus la bienvenue dans notre famille. Tu n'es plus rien ici. Tu n'es qu'une connasse, pétasse. Voilà, on m'a aligné le chapelet d'insultes. Je l'ai eu à dose de cheval. J'ai dit, d'accord. OK. Dora est venue s'asseoir. J'ai dit, OK. Et là, ça se passe où? Dans la maison. Dans votre maison? Dans ma maison. Avec ton Marie. Et avec ta fille à côté. Voilà. Vous avez eu ensemble. Voilà. Elle s'assoit. J'ai dit. Pour mieux comprendre encore, ce sont les 2 filles de l'ex-mariage Oui. de ton mari. Voilà. Qui sont une, la cadette, qui arrive d'abord en premier. Okay. Elle me lamine pendant 45 minutes pour mettre les décors, pour savoir ce qui se passe. Je tombe de nu. Je suis passée par toutes les émotions. La colère, la peur bleue, la colère, la révolte, l'instinct criminel. Je suis allée là parce que j'avais qu'une envie de l'attraper de mes mains. Appuyer le cou comme ça. Là, je comprends. Et Dora m'annonce que je ne suis que sa mère sur l'acte de naissance et que je n'existais plus. Là, j'ai compris à quel niveau c'était rendu. Sur l'œil de leur papa, impossible de placer une. Il regarde. Mais oui, elle n'est pas de qui veut. Papa, on ne t'a rien demandé. Et donc Dora, elle assiste à la scène. Mais elle assiste, elle est assise. Parce qu'on lui a dit, elle vient s'asseoir. À un moment donné, quand j'ai vu que ça, elle braillait là dans sa chambre, elle pleurait. J'ai dit, mais ça ne sert à rien, non, elle ne fait pas de devoir. Je lui dis, viens, descends, non, viens t'asseoir. Mais c'est ici, c'est moi qui commande quand même. C'est moi qui dicte ici, là. Personne. Vous allez me dire si vous avez accouché mon enfant. Vous allez me dire si c'est vous qui avez porté les 9 mois de grossesse. Elle s'assoit donc, elle finit. Donc, quand elle finit, elle s'en va parce que je lui dis, je pense que ça va très mal se passer entre vous et moi aujourd'hui. C'est ou vous ou moi, quelqu'un va partir. Elle sort donc, elle voit, elle revient, l'autre revient, l'aîné revient. Même topo, 1h30. Je le laissais parler, j'entendais tout. Quand on était au Cameroun, quand on s'est mariés, vous vous êtes mariés, tu ne nous as jamais demandé comment on se sent, tu ne nous as jamais demandé ceci, cela, ceci, cela. J'ai dit, à ma grande surprise, que j'ai mis le paquet dans des conditions que le logement était un logement qui se sentait bien, climatisé. C'est-à-dire, il fallait que ce soit dans les bonnes conditions. Vous mangez quoi? Est-ce que ceci vous fait mal au ventre? Est-ce que c'était pas suffisant? Là, c'était quand elle était arrivée, quand oui. Oui, elle m'a fait relater que je n'ai pas été attentionnée. Je m'en foutais royalement d'elle, quoi, de tout ce que... Et quand moi, je sais que tout a été mis en place, jusque les appartements climatisés, pour que ces enfants ne soient pas, soient un peu dans des conditions, les repas, les traiteurs et autres, pour elles. Elles ont tout dégouliné ce qu'elles avaient depuis 16 ans de mariage que je suis avec leur papa. J'ai tout compris. Elle a aligné le chapelet. C'est à la fin, je lui dis, dehors. Cette maison, jusqu'à preuve de contraire, c'est noté monsieur et madame Chariot chez le notaire. Ça m'appartient. Et à votre papa. Et vous avez un peu là, parce que c'est la loi qui le dit. Mais pour le moment, dehors. J'ai dit, tu ne sors pas. Je vais te... À miettes, tu vas sortir ici comme une purée. Là, je sentais, je dis l'instinct criminel. J'avais qu'une envie. Et je disais, ou c'est moi, ou c'est elle. Une personne va partir. Elle est sortie donc. Elle est partie, parce qu'ils ont bien compris. Elle est partie, elle est sortie, en m'insultant comme elle pouvait. C'était la descente aux enfers. Nous sommes donc en train de faire ceci. Moi, là, dedans, je sens que ça ne va pas.
j'ai bien compris dès ce jour-là. J'ai dit, ce mariage tient sur un bout de fil. Quand j'ai vu le comportement de leur papa qui était l'œil impossible, j'ai dit placer une. C'est à la fin commence à dire, mais ne voyez pas que elle est mauvaise, le mauvais côté, elle a un grand cœur, elle c'est une bosseuse. La seule et unique chose de tout ce qu'on m'a dit, c'était que la seule chose qu'on t'accorde, tu es une bosseuse. Tu es jamais resté ici sans travail. Tu n'as pas le travail demain, tu n'as pas le travail aujourd'hui, demain tu as un travail, tu vas bosser. La seule. Mais tu es incapable de te prendre en charge parce que tu es venu pour ruiner notre papa. Tu es venu ici pour chercher la nationalité. Tu es venu, tout ce que tu sais qu'on peut dire à quelqu'un qui est immigré. Je les ai dit, ok, d'accord, j'ai pris note. C'est votre papa qui décidera. Ensemble, on va décider. S'il n'y est plus, il s'est mis à pleurer. J'aime encore ma femme, je suis ceci, cela. Je dis, mais tu n'as rien dit ici. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais derrière moi, je pense que tu t'es trop reposé sur tes enfants. Au jour d'aujourd'hui, ça tombe sur toi, mais il n'y a pas de souci. On ne peut pas dire c'était mes enfants, mais on peut dire c'était ma femme. Tu auras choisi, il n'y a pas de souci. Mais la seule chose qui m'intéresse ici, qui est très importante et capitale pour moi, je n'ai qu'une fille unique. C'est sa santé, son bien-être. Si c'est le prix à payer, alors là oui, je le ferai pour mon enfant. C'est comme ça, un an après, je me dépatouille. Je me mets donc, j'arrête tout, la formation, j'ai tout abandonné. Je me mets donc à travailler de nuit pour essayer d'être tout proche de mon enfant, essayer de rattraper les 3 années, de pouvoir me faire quelque chose, de parler, mais impossible. Le travail était fait dans l'ombre. C'est-à-dire, pour qu'elle doit faire quelque chose, il faut qu'elle l'appelle. Si on l'accorde, qu'elle doit le faire. C'était rendu à un point. Pourtant, tu étais là. Voilà. Ça, elle va aller appeler. Elle ne m'adresse pas la parole, mais si je dis quelque chose, peut-être on va aller voir le basket, elle faisait du basket, on va aller choler basket, on va aller sortir pour faire, elle va demander à ses soeurs qu'est-ce qu'ils en pensent, est-ce qu'elles sont dans le cœur qu'elles sortent. Mais oui, parce que je n'étais plus là, ma mère, elle me l'avait dit, elle ne me parlait plus, elle avait un mal-être, dépression, je voyais mon enfant à l'âge de 12 ans comment elle déprime. Elle déprime. L'ombre d'elle-même ressemblait à rien. Quand ça arrive à ce niveau-là, j'essaie d'être tempérante. Je fais vraiment le tapis, je me couche, je dis, pourvu que je sauve seulement mon enfant. Je suis dans ma tête, je ne suis plus à me battre pour un mariage, mais sauver, que mon enfant puisse se retrouver dans des conditions qui m'arrange et qu'elle puisse retrouver raison. Un jour, alors que nous sommes là-dedans, son père essaye tant bien que mal, il ne voulait pas qu'on se sépare. Je lui ai proposé, je vais aller peut-être vivre chez mes amis. Pour ça, on voit si ça peut encore donner, peut-être la distance va nous permettre. Il dit non, c'est le divorce directement. Qu'est-ce que tu demandes? Je ne suis pas d'accord. Et Dora, ça n'ira pas mieux. Dora revient de l'école. Elle claque la porte. Bim! Je dis, waouh! Qu'est-ce qu'il arrive? C'est son père qui demande, qu'est-ce qui se passe? Non, elle n'a pas répondu. Après, elle revient. Je pense qu'elle a dit, ça ne te regarde pas. Elle rentre dans la chambre. Son père me dit, mais va regarder. Je dis, moi? Non, mais je suis la dernière personne dont elle veut voir. Mais c'est toi après, va regarder. Bon, 20 minutes, il monte et le calme. J'entends. Non, t'as pas fait ça. Non. J'ai dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Viens vite, appelle les pompiers. Hein? Appelle les pompiers. Je monte donc, comme les chambres étaient à l'étage, sa chambre était à l'étage. Elle a vaché comme ça.
le sang dégouline. Elle s'est coupée ici, avec les ciseaux. Les yeux figés, le regard blanc. Mes sphincters ont lâché. Quand je suis dans un état émotionnel désemparé, ce sont mes sphincters qui lâchent. Je ressens comment je suis en train de faire dans ma culotte. Je suis incapable de réagir. Je tremblais de toutes mes forces. Je fais quoi? Je te dis, va appeler les pompiers. J'attendais ça comme si j'étais dans l'eau. Qu'on te parle et toi, tu es incapable de t'exprimer. Tu ne trouves pas de mots parce que tu vois ton enfant qui est parti. Lorsqu'il voit comment je suis là, c'est là qu'il réalise que lui aussi, je vais tomber dans les pommes. Il appelle donc les pompiers qui viennent en urgence. On ramasse Dora, urgence, l'hôpital de Cholet. On nous a accueillis très vite parce que ici, c'est l'avantage quand un enfant est en détresse. Je peux te dire que le processus d'accompagnement, c'est tic-tac, 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 option chrono. Le pédopsychiatre nous a rencontrés, on a pris en charge tout, perfusion et autres. Papa, qu'est-ce qui s'est passé? Le pédopsychiatre, lui, il a vu, il a fait un petit sourire de l'œil au coin des lèvres. Après, il nous dit, qu'est-ce que ça vous dit? Je dis, ben, elle est en détresse. C'est les signes de détresse. Une grosse dépression. Il y a bien une raison pour ça. J'ai dit oui, en effet. Mais je n'aurais jamais imaginé. Il nous a rencontrés, on a essayé d'expliquer. Mais ce qui était important, il dit, vous allez rencontrer, je vais faire un petit entretien thérapeutique, de thérapie familiale avec un pédopsychiatre, mais on attend quand même qu'elle puisse remonter. Elle a fait une semaine à l'hôpital, en pédopsychiatrie à Cholet. Quand ça commençait à aller au bout de 5 jours, elle réalisait, elle avait honte qu'à l'école on le sache. Je lui dis, on va cacher dans tous les sens. Ça ne va pas être su, mais on va dire au professeur principal parce qu'il fallait nous on allait pour regarder qu'il n'y ait plus des égarements comme ça, quoi. Après, elle se remet donc à l'hôpital. On a essayé de se rapprocher parce que je lui disais, tu sais, tu peux faire confiance à toi, tu sais, je la valorisais, je la menais à se retrouver, à avoir goût, à profiter de la vie, que le monde ne s'écroule pas, mais elle a droit à vivre, quoi. C'était comme ça. Et au bout de 5 jours, on a rencontré la pédopsychiatre qui interrogeait à tour les gens et la pédopsychiatre dit, je ne sais pas si vous vous entendez. On voit ici que ce sont vos 2 filles qui sont devenues les chefs de famille ici. Ce n'est pas vous, monsieur, mais ce sont vos enfants. Mais ma fille a dit, Amandine a dit, Marion a dit, l'autre a dit, votre fille, c'est pareil. La seule personne, on sent, qui est rejetée, c'est la dame. Elle n'a plus rien à faire dans votre famille. C'est tout simplement, quand on vous écoute, c'est comme ça que ça se présente. Quand on partait de là, quand Dora est sortie de l'hôpital, je savais que c'était que question de jours ou de temps. Le bateau s'est effondré. Un jour, alors que nous sommes en train de faire une sieste, quoi, son père, je l'avais appris à faire se reposer parce que c'était quelqu'un de hyper actif. Il me dit, oui Lily, il faut qu'on parle. Oui, on parle. Moi, je dis, il va me parler de Dora, de tout ce qui... Il me dit, suite à tout ce qui se passe depuis 1 an, et à ce jour, j'ai vu tes efforts, j'ai vu tout ce que tu as fait. Cependant, ce que Dora a fait, je pense que c'est un message qu'elle nous a passé. Et c'est à nous de réagir. Je pense qu'il va falloir que chacun prenne sa route. Qu'est-ce que tu en penses? Je n'étais pas choquée. Bien que l'annonce, ça te fait boum. Ça dit, tu as le nuage, tu as l'impression, il y avait le soleil, le nuage tombe. Et tu es dans une pièce obscure.
Ouais, très vite, dans quelques secondes, mon cerveau dit, ne t'inquiète pas, tu es déjà préparé. Et je lui dis, je pense qu'une décision comme ça, tu as déjà bien mûri. Tu as même nourri aussi. Tu t'es projeté. Te connaissant et vous connaissant votre culture, c'est que depuis, que veux-tu que je dise? Je dis la priorité, c'est ma fille. C'est tout ce qui importe. Qu'elle soit bien déjà et nos rapports, après on va voir. On va donc faire les choses à l'amiable pour l'éviter, pour l'épargner encore d'autres soucis. Il dit oui. Il prend les papiers de son ancien divorce, c'était aussi en arabe. On écrit tout ce qu'on avait bien, comment on peut partager la garde de l'enfant, les biens, comme il a plus. Moi, je lui donnerais souvent 40%, lui 60%, tout. On a marché le travail des avocats. Tout cet après-midi. J'étais inoptisée. J'avais une force, sachant que je savais que mes parents sont mal. On pouvait m'annoncer à n'importe quel jour qu'ils sont tous partis. J'ai dit, c'est interdit de pleurer. Si tu pleures, tu t'avoues vaincu. Je devais déjà aller en Afrique parce que quand ça commençait, j'ai dit non, il va falloir que j'aille regarder mes parents. 6 ans. J'étais déjà là-dedans. Donc quand je pars en Afrique, moi je sais que tout est mort. Une semaine après, on s'était séparés de corps. Je suis allée dans la chambre des amis. Ma fille, je continuais là-dedans. Je me battais, prière, neuvaine, jeûne. Je dis, pitié Seigneur, qu'elle soit bien. Et que voilà quoi. J'étais confiante que c'est mon sang, c'est mon enfant. Les choses allaient se remettre bien. Là où j'ai fait quelque chose qui n'était pas bien pour la blesser, les choses se remettront mieux. Mais il faut qu'elle aille bien. Je décide donc de dire, qu'est-ce que tu fais après? Où est-ce que tu vas? Comment tu vois? Je dis, je quitte la France. D'où les États-Unis. Et ça tombe dans l'eau. Je dis, je vais venir là où je suis maintenant en Bretagne. Et après, il était question, quand je le faisais, les personnes m'ont jugé, j'ai perdu des amis parce qu'ils trouvaient que pourquoi partir, laisser ta fille si je ne suis pas bien? Quelle énergie je vais amener, aider ma fille à être bien? Parce que c'est clair, il faut dire que toi, tu souffrais beaucoup aussi. Voilà. Je souffrais énormément, je n'extériorisais pas, mais je passais des nuits blanches. Parfois, je dormais, mais je me trouvais l'oreiller mouillé. J'avais l'impression que même en dormant, je pleurais. J'étais triste. J'étais décapitée par la souffrance, meurtrie par la douleur. J'ai perdu ma formation dans l'eau. La seule chose qui pouvait me retenir dit, si tout s'est écroulé, tu as au moins eu ce que tu voulais dans l'eau. Ma fille, mes parents sont entre la vie et la mort, le mariage. Je me suis dit à la fin, c'est des signes précurseurs. C'était du décès de ma mère, parce que là, c'était le pompon. Ça a couronné. Et quand je vais donc en Afrique, ma mère rechute 2 jours après, avant. Hémoglobine à 7. Donc, 7 de tension, catastrophe. C'est-à-dire insuffisance rénale aiguë. Rien. Petit ventre comme ça, des petits pieds, le démesser comme ça, là. L'ombre d'elle-même. Mais j'avais espoir que ça va aller. Que j'arrive, je m'en vais. À peine je dépose mes pieds sur le sol territoire camerounais à Antimalène. Mon petit frère m'attend. Il me dit, on a déjà fermé la clinique Bastos. On peut aller qu'à 8h qu'on ouvre les portes. Donc, on soit là-bas, au plus tard, à 7h30. On dit oui. On papote la nuit. Je sais les retrouvailles en famille, de tout et de rien. À peine il dormait avec moi. On ferme l'œil. Je dis à peine parce que c'était à moitié endormi, à moitié réveillé. Son téléphone retentit.
Taran, 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 taran. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'était dans les draps. Taran, taran, taran. C'était ma petite sœur. À 5 heures du matin, 5h30. Waouh, 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 maman est partie, maman est partie. Je sais pas, j'ai dégringolé du lit socle par terre. Non, mais je suis restée là, j'ai pas pleuré. J'ai dit non, non, non. C'est, Tu n'avais même pas de force. voilà, c'est une blague, quoi. Je suis restée là 5h30, à 7h30, assise. À même le sol, sur le ciment. Je regardais le sol, je voyais ma vie défiler. Waouh! Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Il est parti. Je lui ai dit, il m'a dit non, je dis on va aller. Il dit non, il reste là. Tu n'as pas de force. Et c'est vrai. J'étais coupée. J'avais l'impression qu'on m'a coupé les genoux. Impossible de me lever. Oui, j'ai aidé à appeler tonton Thomas. Il appelle le petit frère de ma mère. Il travaillait, c'est le bras droit du ministre de la Santé, c'est son beau-frère. Donc il l'appelle, je dis pas à tonton Thomas, il dépêche une voiture pour aller la chercher, aller mettre au CEFTA et tout. Donc voilà, le processus s'est mis en route. Moi, je regarde. Elle donne le rapport à mon neveu qui était avec nous parce que moi, où j'entendais, où je n'entendais même pas où. Je ne peux pas te dire. Je reste là vers 8h30, il me dit donc, mais préparons-nous, on va aller. Je marchais là, je pense que j'avais des hallucinations. Parce que j'avais l'impression qu'il y avait des voix dans ma tête. Où je voyais les gens, où je ne les voyais pas, où je marchais. À un moment donné, je sais qu'il me prenait le bras. Parce qu'il a constaté que quand il parlait, je ne réagissais pas. Je n'étais pas là. Il m'a pris le bras parce que même traverser la route, quand il faut traverser, moi je traverse, la voiture ne vient pas. C'est ton problème, prends-moi que je parte avec ma mère, peut-être c'est l'idéal, quoi. Il a commencé à aller avec moi jusqu'à arriver au CEFTA. Et voilà. À peine on arrive, à peine en voyant mon père. Waouh! La fin. Je voyais la fin du monde. Ma douleur, quand j'ai vu mon père, ma douleur est partie. C'est lui que je regardais comme ça, j'ai dit, qu'est-ce qu'il lui va faire? Est-ce qu'il va me tenir en moi? Quand je l'ai vu, la seule chose que je lui disais, dit, toi aussi ne me trahis pas. Pitié. Parce que je le voyais, je disais, il ne va pas tenir. J'ai dit, pitié. Est-ce que la seule chose, il me regardait comme ça. J'ai dit, promets-moi une seule chose, que tu ne vas pas me trahir. Il me regarde comme ça. Qui ne parte pas. Fanel. Qu'est-ce que j'allais faire? Il partait là, là c'était, je ne sais pas ce que j'allais faire. Je dis, promets-moi. Il me regardait, il ne répondait pas. J'ai dit, tu as intérêt à me promettre. J'ai commencé à le menacer. J'ai dit, la seule chose que je te demande, tu me promets que tu ne vas pas m'humilier. Parce que ce que je viens de ramasser là, là c'est l'original. Je ne peux même pas te dire le cas de ma vie. Il m'a regardé. Il a commencé. Comme je porte le nom de sa maman, je dis, je suis ta mère. Au cas où tu aurais oublié, je suis ta mère. Tu m'as donné le nom de ta mère. Promets-moi et dis-le-moi ici, à CEFTA. Les gens nous regardaient comme ça, là, ils disent, non, mais j'avais besoin qu'ils me le disent. Hein. Quand je l'ai vu, j'avais l'impression que je voyais une deuxième séquelle à côté de moi. Il ne plairait pas.
Mais il était comme ça. Il n'était même pas là. Il était dans une autre planète. Il m'a dit, oui, je te promets. C'est tout ce que je voulais entendre. J'ai dit, la promesse est une dette. Il dit, oui, je sais. Et là, j'ai commencé à se préparer et tout ce qu'il fallait faire. Il fallait, le pompon, c'était que tu entres encore là-bas dedans. Les petites sœurs de ses sœurs n'étaient pas arrivées. Il y avait l'affluence des gens impossibles. Elles n'arrivaient pas à entrer. On nous demande, je ne souhaite pas ça à quelqu'un, d'entrer. La vie n'est rien. Tu vois les cadavres superposés sur les autres. J'étais comme ça. Mais ma petite sœur, qui est même encore trois fois, 2 enfants entre nous, elle était là, c'est-à-dire elle était comme ça là. Quand je l'ai vue, même en tremblant, je dis, toi qui es la grande sœur, réveille-toi. On nous a fait entrer, on coupe les habits, préparer. Oh non, oh non, oh non, oh non, c'est l'horreur. C'est la chose à ne pas faire. Ça, à quelqu'un, non, c'est l'horreur. C'est l'horreur. Mais il n'y avait personne. Entrer, préparer ta mère, couper les habits, faire. Parce que ce sont ces sœurs qui devaient le faire. Et comme il n'y avait personne, il fallait qu'on prépare pour commencer. Le processus était lancé. Donc, les morts qui étaient superposés, c'était et ce qu'on va faire. Non, non, non. Non, 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 non. Et ces odeurs et tout ce... Je sentais comment mon cœur allait s'arrêter. Allait s'arrêter. À voir comment la vie n'est rien. J'ai dit, ma mère, une femme dynamique, debout. Celle qui couchait là. Et tous ces morts, côté là. La douleur n'existe pas. La douleur n'existe pas. C'est ce que je disais dans mon cœur. La douleur n'existe pas. La douleur n'existe pas. À couper, 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 vous faites. Ils sont dans leur truc, dans leur game. Hein. Allez, madame, vous coupez, on va le mettre le nom, elle s'appelle qui, si cela. Ma petite soeur coupe. Ouais, je dis non, il faut qu'on explique. Je me souviens que je suis dans le domaine un peu. Je dis, maman, tu sais, on va t'enlever les habits. On va couper parce qu'on va te préparer. Je lui expliquais. Je parlais à ma mère. Oui, parce qu'on balance les pieds, on fait ceci. J'ai dit non, elle ne mérite pas ça. J'ai dit, ma petite soeur, non, tu ne fais pas ça. Tu lui expliques ce que tu fais. Comme si elle est vivante. Elle est avec nous. Je sais qu'elle voit. Elle voit notre détresse. Je dis, maman, on va couper les habits parce que comme tu ne peux plus lever, on va passer les ciseaux, on va t'enlever. Tu vas rester à poil. Mais ne t'en fais pas. Donc voilà, c'est ça qu'il faut faire et tout. Les gens, à la fin, comme le monsieur était un peu pressé, l'autre qui était avec lui le regardait. Je pense qu'il lui avait fait signe que non, laisse un peu. C'est dur. Parce qu'il me voyait, j'étais limite en train de tomber dans les paumes. Je ne sais pas ce qui me tenait parce que c'était dur d'être là, expliquer ça à ma mère, de faire ça. Après, tout autour de moi en voyant comment les gens sont superposés sur les autres. Qu'est-ce que la vie? Elle n'est rien. Elle n'est rien. Sachant que ici en France, Elle n'est rien. Oui. J'ai tout perdu. On finit de le faire. Qu'est-ce qu'on fait? En même temps, je voulais rester avec elle. En même temps, j'avais eu qu'une envie de foutre le camp de là. Ne plus voir ce qui va se passer. Est-ce qu'on va la jeter comme un vulgaire torchon, une bille de bois? Comment on va faire? Dès que j'ai regardé, je lui dis, traitez-la bien, je vous en prie. Comme si c'était votre maman, comme si c'était un membre de votre famille, traitez-la bien, je vous en prie. Après, dans le décès, les obsèques se préparent 15 jours après et moi, je rentre en France. Il faut donc entamer la procédure du divorce, entrer dans le vif du sujet. Je me retrouve en France, je démissionne de mon travail
où je travaillais avec un mois de préavis, ce qui fait que j'arrive en France en novembre. En décembre, je dois partir de la Vendée pour la Bretagne où j'ai décidé de résider après. La Vendée, c'était le domicile. La Vendée, c'était là où je vivais avec mon ex-mari et ma fille. Et la Bretagne, là où je suis actuellement, c'était là où je suis venue, n'ayant pas eu la possibilité d'aller m'installer aux États-Unis. J'arrive donc, la procédure est déjà lancée parce qu'il avait pris un rendez-vous avocat 3 jours même dès mon arrivée au Cameroun. Il m'a annoncé que j'avais rendez-vous avocat dès mon arrivée 2 jours après. Je suis arrivée le 8 novembre, le 10, j'avais rendez-vous avec l'avocat. Et là, quand tu es rentrée du Cameroun, tu veux dire? Oui, quand je suis rentrée du Cameroun, parce que étant au Cameroun, 3 jours après mon arrivée, décidément, il m'a annoncé que j'étais en rendez-vous avocat. Okay. Il a pris. Donc, j'arrivais ici, le 10, j'avais déjà le rendez-vous avec l'avocat. Il nous a tout expliqué, chacun avec son avocat. Et après, on a lancé la procédure, quoi. Comme c'était déjà l'amiable, tout était déjà marché. Moi, je me suis déplacée et je suis venue en Bretagne. 10 jours après, j'ai trouvé du travail. Et comme c'était en pleine Covid, deuxième confinement, en novembre, deuxième confinement, donc je travaille en 12 heures. Donc, l'étape du deuil et de la reconstruction a commencé à se faire à ce moment-là. Je me suis noyée dans le travail. Je travaillais 4 jours d'affilée en 12 heures. Ce n'est qu'au bout de mes repos que je me rendais compte à quel point j'étais rendue. J'étais dopée et j'étais tellement solide que je noyais toute ma souffrance. Et le travail m'a permis de me relever. Ça a été quand même un point d'ancrage. Et ensuite, de pouvoir me retrouver avec moi-même, vivre dans la solitude que j'ai découvert après que c'était que la solitude avait des vertus. Ça avait des vertus, pourquoi? Ça m'a permis de me retrouver avec moi-même, de faire la genèse de l'histoire, de voir ma part de responsabilité et d'assumer ma part de responsabilité et voir dans quelle stratégie, qu'est-ce que je devais faire. Je savais déjà, j'avais une feuille de route. Qui suis-je? Ça veut tout simplement dire d'où tu viens, où tu te retrouves, où est-ce que tu veux arriver et comment tu veux arriver. Je savais que désormais, ce n'est que moi qui est maître de ma vie et si je veux atteindre un certain nombre d'objectifs et pouvoir vivre de mes rêves maintenant, ce ne dépendait que de moi parce que les rêves étaient à 2 et je devais m'accorder avec mon partenaire, ce qui fait que maintenant j'étais seule. Il fallait donc tout ça mener à avoir la paix, à pouvoir se dire là où tu vas et comment tu vas procéder. Et en même temps me guérir et pouvoir aider ma fille derrière. Et elle derrière, elle aussi, la séparation a permis de voir la réalité. Ta maman n'est plus là, elle est partie. Elle a commencé à se rendre compte, ça l'a mûri, la maturité est venue de cette séparation aussi. Bien que ça l'a meurtri aussi, mais ça nous a rapprochés au fil du temps. J'ai commencé à me guérir par rapport à beaucoup de processus. La méditation a été aussi une clé de j'ai rencontré des personnes qui m'ont aidé à me remettre de ce divorce, qui m'ont apporté leur témoignage, qui m'ont dit ce que je devais faire, d'appliquer à peu près par rapport à ma situation et ma personnalité, parce qu'il faut le dire, chacun a sa personnalité et la façon de prendre la douleur n'est pas la même. Donc, c'était comme ça, travail, c'était méditation, c'était beaucoup de spiritualité et me retrouver avec moi-même, savoir apporter, faire du bien aux autres. Et ensuite, guérir de mes émotions, guérir de mes blessures émotionnelles. C'était capital. J'ai compris à fin de compte que tout ce que j'ai pu entasser, cumuler depuis ma tendre jeunesse, mes frustrations, traumatismes de jeunesse jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'était le cocktail et ça m'a interné dans une prison que moi-même, je ne me rendais pas compte. Et j'ai pris des formations. J'ai pris des connaissances. La connaissance nous met dans un niveau où tu ne peux pas comprendre parce que toi-même, tu ne te rends même pas compte que cette connaissance-là te permet de te transformer.
et ta croissance personnelle atteint un certain niveau, quand lorsque tu te rends compte, tu dis, waouh, est-ce que c'est moi là? Oui, c'est vraiment toi là. Ouverture d'esprit. Tu ne vois plus les choses de la même manière parce que tu as vécu et c'est ton expérience qui te permet personnellement d'être autodidacte de ce que tu as vécu et de comment te remettre de cela. Parce que si tu veux être noyé dans ton chagrin et dans le divorce, non. 1 mois et demi après, j'ai revu mon ex-mari. Il est venu m'aider pour les installations ici parce qu'on est resté en bon terme pour notre fille. Il me l'a dit. Il me dit, waouh, tu t'en sors pas mal. Je trouve que tu as encore plus confiance en toi. J'ai dit, il faut bien avancer. Parce que j'avais trouvé ces points d'ancrage, travail, méditation, me retrouver avec moi-même, prendre ma part de responsabilité, assumer et faire mieux que ce que j'avais fait et réparer de mes erreurs, accepter ce qui m'était arrivé. L'acceptation. J'ai accepté tout ce que j'ai pu vivre. Ça avait une raison d'être pour faire de moi la personne plus meilleure que j'étais avant. Et ça m'amène là où je vais. Et je ne reste plus à regarder derrière. Je dis tout simplement, et la gratitude, merci. Parce que sans toutes ces épreuves, je ne serais pas venue, je ne serais pas celle que je suis au jour d'aujourd'hui. Et je ne pourrais pas parler à ces personnes qui traversent aussi des moments très difficiles, de dire que non, tu vas arriver. C'est tout ce que tu as eu là qui permet d'être ce que tu es au jour d'aujourd'hui. Ne prends pas toujours mal. Même en bien, en mal, chaque chose qui t'arrive dans la vie a quelque chose à réparer et qui te permet d'être mieux que ça. Mais c'est après que tu te rends compte. Donc, avec ces méditations, avec le travail, avec aussi, j'ai perdu des amis qui n'ont pas compris que j'avais besoin de me retrouver avec moi-même. C'est pas parce que je ne les aimais pas ou je voulais rester avec moi-même. Celles qui ont accepté cette situation, au jour d'aujourd'hui, on est encore ensemble. Et j'ai traversé, au bout de 7 mois après, on a divorcé. 7 mois après, c'était vraiment officiel. Tout était fait et bien fait et chacun a respecté et on est resté en très bons termes. Et pour notre fille, et au fur et à mesure, mes erreurs du passé, de ma façon d'éduquer ma fille, j'ai aussi grandi là-dedans en disant, c'est pas comme on m'a élevé que je dois élever ma fille. Le contexte n'est plus le même, l'environnement n'est plus le même et les réalités de la vie ne sont pas les mêmes. Et j'ai commencé à me modifier, à être très proche d'elle, parler d'elle de tout et de rien. Il n'y a pas de sujet tabou. On parle de tout, mais avec les mots qu'il faut, selon son âge. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes très, très proches. Elle sait qu'elle peut compter sur moi, surtout. Et chaque jour qui passe, je vois cette merveille. Et c'est comme ça que je vais dire aux personnes qui traversent, qui ont eu une rupture amoureuse, une séparation, un divorce, que non, tu vas y arriver. Il suffit que tu aies le déclic de dire non, je ne reste pas sombré, parce que c'est ce que les autres veulent voir, que tu es en train de sombrer. Prendre conscience de tes blessures émotionnelles qui font de toi une prison dorée. Et lorsque tu vides ton cœur, tu dis non, je n'ai plus attaché. Mes belles-filles, je les ai pardonnées. Elles ne m'ont pas pardonné, c'est plus ma part de responsabilité. Leur papa, je n'ai même jamais eu de haine contre lui, j'arrivais pas à les détester. C'est le père de mon enfant, il a bas un travail énorme parce qu'il est resté avec ma fille. Et ma fille, au jour d'aujourd'hui, chaque jour qui passe, je répare, je fais ma part de responsabilité. Elle a un problème de confiance en elle, mais pourtant elle a des capacités. Mais il suffit, elle sait qu'elle peut m'appeler, maman va me dire ceci. Et dès que je dis, elle applique, le résultat est là. Juste waouh! Et je sais que je suis prête maintenant à me mettre dans un couple parce qu'avant, c'était voué à l'échec parce que je ne venais pas en France pour un mariage. Je venais me chercher et enlever ma famille de là. Et sachant que maintenant, je sais que c'est moi avant tout. La famille ne passe pas avant moi. Je ne vais pas hypothéquer ma vie au profit de la famille. C'était une courroie de transmission pour venir en Europe. C'était un pont. Et la mission de ce monsieur dans ma vie était terminée. C'est comme ça que j'ai pu traverser parce que je me suis dit, chacun a une mission dans la vie de l'autre. Et sa mission était terminée. C'était, la page se tournait, c'était une autre
personne qui allait prendre. Et cette réflexion-là, tu as cette réflexion à quel moment? J'ai cette réflexion après avoir fait mon introspection. Et la solitude là m'a apporté à mieux réfléchir, à se dire, mais oui, Lily, pourquoi tu t'es mariée? Qu'est-ce que tu es venue faire en Europe? Oui, quand j'ai répondu à ça, tout coulait, ça coulait de source. Mais oui, c'était voué, programmé, comme les autres écrivent souvent, c'était programmé pour échouer. Parce que je n'étais pas là, ce n'était pas le mariage. Le mariage était secondaire. Sauf que le mariage n'est pas seulement ça. Ce n'est pas un acquis. Il faut apporter de toi. Il faut apporter à l'autre. Il faut permettre à ce qu'il y ait l'équilibre. Moi, j'étais dans ma bulle et je pensais qu'à moi. Je vais en formation, ça va faire, ça va faire. Mais oui, tu vas en formation, tout autour de toi. Il faut prendre l'altérité dans sa globalité. Tu ne penses pas que c'est toi. Non, pense aux autres. Et là, je peux penser qu'à moi parce que je suis seule maintenant et je vais introduire ma fille qui est avec moi. Mais avant, on était comme ça. Mais oui, c'est parce que déjà, non, je n'avais pas réfléchi mariage. Quand tu te mets avec une personne, demande-toi, pourquoi je me mets avec telle personne? Tu as la réponse. Et comment je vois notre relation? Court terme, long terme, et si tu dis long terme, est-ce que je peux vivre avec cette personne toute ma vie? Ce n'est pas seulement parce qu'on aime avec la tête. On n'aime pas avec le cœur. Quand on aime avec, comment dire, quand on aime avec la tête, il y a les doutes, il y a la dépression, il y a le manque qui va se faire et que tu vas commencer à te poser trop de questions. Alors quand tu m'aimes avec le cœur, tu ne te poseras pas trop de questions. Et lorsque ça t'arrive, j'ai cultivé le détachement. J'aime les gens énormément, mais je ne peux plus souffrir comme je faisais avant. C'est le détachement. Et qu'est-ce que tu dirais, pour finir, un message aux femmes comme toi qui ont traversé des moments difficiles, des divorces, perte d'un proche? Qu'est-ce que tu leur dirais? C'est une très très bonne question. Je dirais d'abord pour les femmes qui ont subi une rupture amoureuse ou plusieurs fois, un divorce, une séparation déjà, de dire que c'est pas une fatalité. C'est dur de l'entendre sur le coup, mais ça a une bonne raison dans ta vie que ce soit arrivé. Parce qu'il y a quelque chose que tu dois comprendre, que tu dois réparer pour mieux avancer et bien. Mais lorsque tu vas t'interner, que tu vas t'arrêter que sur ce qui est arrivé et mettre la faute aux autres, tu ne pourras pas traverser l'étape qu'il faut et que sache que si moi je suis sortie de là, tu peux aussi le faire. Ce n'est pas parce que ça s'arrête que ta vie s'arrête. Non, pas du tout. Au contraire, la page s'est tournée, comme on le dit d'ailleurs tout le temps, la page se tourne, une autre s'ouvre et meilleure. Et ça, c'est pas faux. C'est meilleur. Donc, il faut se relever. Mais ne pas nier ce que tu as eu. Accepter cela. Et lorsque tu as déjà accepté, tu as la capacité d'avancer. Et le processus n'est pas le même d'une personne à une autre. Mais accepte ce qui t'est arrivé. Prends le temps de faire ton introspection de ta part de responsabilité lorsqu'il y a une situation de part et d'autre, même des amis se séparent, chacun a sa part de responsabilité. Minime ou grand, mais chacun a sa part de responsabilité. Prends ta part de responsabilité, assume, accepte la situation et avance. Et pour ceux qui ont perdu un être cher, un parent, il faut comprendre que accepte aussi ce que le divin a amené, c'est lui qui nous a créés. Il a amené ta mère, ton parent, il a repris. Accepte cette situation. Pour t'en sortir, ce que je fais personnellement,
c'est que tout ce que ma mère a fait en bien, tout ce qu'elle a commencé à faire, des activités qu'elle menait, elle était très active dans la spiritualité. J'essaie de continuer, que ses œuvres ne se perdent pas. Tout ce qu'elle a pu faire, j'essaie de le faire et d'avancer et de maintenir. Elle était tellement partisante de la paix et de maintenir la paix au sein de nos frères et sœurs. Ça nous a ressoudés son départ. On est devenus très proches, très soudés. On s'entend à merveille alors que de son vivant, parfois ça n'allait pas souvent entre nous. Et amener aussi la paix au sein de sa famille, là où elle est née, parce qu'elle était née d'une famille de 27 enfants. Et je continue cette mission auprès de mes oncles et tantes, d'être très présente parce que je sais que de là où elle est, ça doit continuer et c'est ça. Et c'est comme ça que j'arrive à avoir la paix du cœur, ne plus me culpabiliser. Il ne faut pas surtout se culpabiliser. Ce que vous avez fait, vous pouvez. Et ceux qui ont même les parents encore en vie, profitez, faites la paix, soyez proches de vos parents. Le vide là, personne ne le comble.